Dans une intervention du ministre de l'administration territoriale et de la mobilité burkinabé, le camarade Émile Zerbo, il disait qu'il était difficile de faire la guerre et le développement à la fois. Ce que nous devons savoir, c'est que la guerre et le développement ne doivent pas être perçus comme des éléments dissociables. Car le développement constitue une arme bien plus redoutable que les fusils et les chars d'assaut. Sans développement, les populations demeurent vulnérables et dangereusement exposées à tout vent et à toute calamité. Mais de quel développement parle-t-on? Que faut-il développer et où le faire? Pour avoir une réponse très illustrative, prenons le cas de Kidal. Kidal a été très vulnérable parce que les groupes armés sont venus trouver la région dans la même situation socio-économique qu'en 2012-2013. Presque rien n'avait changé dans le quotidien des habitants. Le développement qui constitue une arme redoutable dans cette guerre est celui qui cible les zones en conflit. L'objectif est de transformer radicalement la vie des communautés, non pas à travers une assistance éternelle, mais à travers une renaissance totale. Les populations qui vivaient dans la précarité doivent être transformées en populations qui produisent des richesses. Les zones qui étaient dans une aridité économique doivent être converties en puissance territoriale économique nationale et même sous-régionale. Une restructuration administrative spéciale, une nouvelle structuration cadastrale, un plan d'investissement stratégique ainsi qu'une nouvelle politique d'attraction des investisseurs nationaux et internationaux dans ces zones sont nécessaires pour apporter un changement spectaculaire. Parfois, ce qui cause l'échec de nos programmes, c'est l'utilisation de la même mentalité héritée de nos aînés pour produire des résultats innovants alors que ces derniers ont échoué dans la gestion de nos États. Nous avons hérité de l'idée de la décentralisation, mais cette décentralisation était belle dans la forme, mais un échec total dans la pratique. Cela doit changer. On pourrait dire qu'il est risqué de faire de gros investissements dans les zones en conflit. Cela est tout à fait vrai. Mais laisser ces zones dans la précarité est encore plus dangereux, car tant que ces zones ne connaissent pas ce changement socio-économique positif, même les zones stables seront toujours sous menace. Et si l'on attend une sécurisation totale avant de commencer le développement, il est difficile de le dire, mais cette sécurisation parfaite ne viendra jamais. Alors, l'objectif du combat militaire doit changer. Il ne doit plus s'agir de combattre pour reprendre un territoire et réinstaller les populations dans les mêmes conditions de pauvreté, mais de les réinstaller avec de nouveaux objectifs et de nouveaux projets de développement socio-économique. De la sorte, une fois que le levier économique et industriel est activé, chaque arme achetée, chaque munition distribuée, chaque ration servie et chaque solde versé ne sont plus de simples dépenses, mais un investissement à long terme. Avec cette stratégie de lutte, on retrouverait dans la brousse des armes abandonnées par certains combattants des groupes armés. Certains d'entre eux se joindraient à la population pour travailler et gagner dignement leur pain. Cela ne se fera pas automatiquement ni facilement, mais l'insécurité disparaîtrait progressivement comme du sel délayé dans une rivière. Voici l'action socio-économique qui doit accompagner l'action militaire pour que la lutte soit plus efficace, plus rapide, avec le moins de victimes possible. Ce que nous avons posé ici n'est qu'une idée de principe. Dans les prochaines vidéos, nous parlerons des mécanismes complets derrière cette stratégie. À bientôt!